La première image d'un film, c'est ce moment unique durant lequel, pour un court instant, tout est encore possible. Un court moment durant lequel on ne sait encore rien de l'histoire qui nous sera racontée. Sera-t-elle brève ou longue, drôle ou tragique? Sans doute que si l'on mettait pause lors de ce moment, chacun serait alors libre de choisir le récit qu'il décide de suivre. Une jeune femme blonde, elle s'appelle Alice. On ne connaît ni son âge, ni son identité complète, ni même où elle se trouve et dans quelle situation elle évolue. Son regard semble figé. Peut-être est-ce un simple effet entraîné par l'arrêt sur image. Un simple zoom arrière dévoilerait certainement son environnement et nous permettrait de connaître et comprendre son histoire. D'ici quelques instants, nous apprendrons que cette jeune femme a 27 ans, qu'elle tient son nom de famille, Velati, d'un père professeur, de vague origine italienne, mariée depuis 28 ans à une femme banquière. Tandis qu'Alice danse, nous pourrions vous parler de cette mère banquière ou de la rencontre de ses parents à un mariage. Leur rencontre, brève et fortuite, donna naissance à un amour si immédiat que le surlendemain, Jean Velati s'invitait à déjeuner chez son futur beau-père, Michel Paget, pour lui expliquer que, en dépit de leur toute jeune rencontre, il souhaitait épouser sa fille dans les plus brefs délais. De sa mère, Alice conservera des traits fins et une affection toute particulière pour les myrtilles. De son père, ses cheveux blonds que vous trouvez si beaux, et un attrait pour la nature et la chasse, celle au petit matin. Évidemment, à ce moment de l'histoire, Alice est loin de penser à la chasse, aux myrtilles ou à la romantique rencontre de ses parents. Le fameux zoom arrière tant attendu permet de se rendre compte qu'Alice est accompagnée de plusieurs personnes, dont l'étude attentive permettra de comprendre qu'ils regardent tous dans une même direction. De ces personnages pourraient naître autant de récits. Il y a celui de Franck Mazat, grand, brun, élégant, visiblement affable et à l'aise. Franck est apprécié de son entourage. Il est ici entouré de deux femmes, la blonde, la brune. La brune se nomme Léa. Elle est extrêmement belle et séduisante. C'est également la maîtresse de Franck, mais aussi la meilleure amie de la femme de Franck. Une situation qui ne l'affecte guère. Ce ne sont pas mes affaires, je mène ma vie à moi. C'est déjà beaucoup, se répète-t-elle souvent, comme pour se rassurer. Pour autant, Léa est loin d'être une personne méprisable. Elle se rend chaque semaine dans un centre pour personnes âgées, sans que quiconque dans son entourage n'en soit au courant. Si je rends service aux gens, ce n'est pas pour en tirer avantage, se répète-t-elle souvent. La blonde, dont nous pourrions vous conter l'histoire, est la meilleure amie de Léa. C'est aussi la femme de Franck. Vous seriez surpris d'apprendre qu'elle n'ignore rien de la relation de son mari avec son ami. Si cela ne semble pas l'affecter, c'est que cette situation lui permet de dissimuler sa propre relation avec un voisin. Reda et Clara, la jeune femme qui se tient à ses côtés, font partie des convives invités pour un goûter d'anniversaire, celui de Léa. Le goûter a été organisé à l'initiative de Franck, producteur de talent, qui, outre ce bel appartement du 18e arrondissement parisien, a hérité de son père, une société de production de films ayant pignon sur rue. Léa Chokeri est l'une des actrices vedettes de l'époque, dont l'une des particularités est de refuser systématiquement toute proposition impliquant une scène de nu. Comme ça, je dois mon succès à mes mains, et pas à mes fesses.
se répète-t-elle souvent. Séduit par ce choix, Frank Mazza fera d'elle la star de plusieurs de ses films, la faisant tourner sous la direction de Reda Menokian, le jeune homme assis sur le canapé. Un coup d'œil rapide au générique permettra de comprendre qu'un personnage manque à cette scène. Ce personnage est en retard. Après un salut un peu froid à Reda, Charles salue Alice, qui tente de cacher sa gêne. Charles ne le remarque pas. Il garde en tête les premières répétitions tournées la semaine dernière avec Alice pour son prochain film, Une table de verre, produit par Frank Mazza. Après des débuts compliqués, Alice avait parfaitement saisi le personnage de cette mère de famille, qui reviendra, des années après, voler à son mari la garde de leur fils, qu'elle avait abandonné pour une retraite religieuse. Son ex-mari, persuadé qu'elle l'avait quitté pour un autre homme, ne croira jamais cette version et mourra dans un accident de voiture, sur la route le fameux monastère, où il avait accepté de se rendre, à contre-cœur. Comme à son habitude, Frank réunit autour de lui les convives qui se plaisent à écouter ses mots d'esprit et les compliments dont il n'est jamais avare pour ceux qu'il aime. C'est à ce moment-là que Charles mesurera les conséquences de son retard. C'est en effet à ce moment-là que Frank explique qu'il a adopté la suggestion que lui avait faite Reda en toute discrétion quelques jours auparavant. Décaler le tournage d'une table de verre pour que Reda puisse embaucher Alice sur un long métrage qu'il vient d'écrire. Reda a convaincu Frank qu'Alice serait l'actrice idoine, oui, c'est un terme qu'il utilise fréquemment, pour son film. Dans la mesure où le tournage d'une table de verre n'avait pas encore commencé, il était tout à fait le temps de modifier la distribution. Argument massu, Léa avait manifesté son intérêt pour reprendre le rôle, ainsi laissé vacant par Alice. La discussion se poursuit sur la terrasse. Frank est habitué de ce qu'il appelle les caprices de réalisateurs romantiques. Le cinéma, c'est un business, mais ça ne doit pas se savoir, se dit-il souvent. Alors il adopte la même attitude qu'habituellement. Il écoute, il comprend, il tempère, il amadoue. Léa, qui les rejoint, ne comprend pas que Charles fasse la fine bouche à l'idée de travailler avec elle. À coups de séduction et de mots doux, elle arrive finalement à calmer Charles. Affectée à la programmation musicale, Clara a déposé un disque de funk, au plus grand plaisir de chacun. C'est à ce moment-là que nous retrouvons Alice Velati. Bougon, Charles explose soudainement de colère, à la surprise de tous. Pour comprendre l'attitude de Charles, il faut savoir qu'une table de verre est une histoire qu'il porte depuis des années,
et pour laquelle il avait personnellement milité pour le choix d'Alice, en qui il voit sa muse. Alice est surprise par la colère de cet homme qu'elle connaissait charmant et attentionné, voire timide et réservé, et qu'elle découvre hargneux et vulgaire. Franck est le seul qui avait envisagé la colère de Charles. Quand Charles claque la porte, tout le monde reste interdit. Franck se dit que finalement ce n'est peut-être pas plus mal. Alice reste glacée d'effroi. Elle a toujours eu les cris et les disputes en horreur. Quand elle avait rejoint Charles sur la terrasse, Alice avait expliqué à Charles à quel point elle regrettait que leur film en commun ne puisse se faire, et à quel point elle avait adoré travailler avec lui. De ce court moment, Charles conservera longtemps des bribes d'images associées à une vieille chanson qu'il avait choisie pour la BO de son film. Supplies are in demand. Diapers are on the fence, slowly falling. Pennies heavier than coins, and dollars heavier than glitter. Tell me what's the point in watching you